Après l'immense émotion suscitée par le meurtre de la jeune Agnès, on a choisi ce soir de s'intéresser à ces criminels sexuels qui parfois deviennent des meurtriers. Qui sont-ils? Chez eux, la récidive est-elle une fatalité? Comment les regarder? On en parle tout à l'heure avec nos deux invités, Maître Éric Verriel, avocat pénaliste à Paris, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Messieurs, on vous retrouve tout à l'heure donc dans notre dossier. Mais pour commencer cette émission, on a choisi de parler des chrétiens d'Orient. En fin de semaine dernière, les responsables des communautés chrétiennes du Moyen-Orient avaient rendez-vous à Beyrouth au Liban pour parler de leur avenir à l'occasion d'un symposium organisé par la Commission européenne. Alors ici même, on évoque régulièrement leur situation, vous le savez, plus que fragile et qui s'est encore dégradée ces derniers mois dans le sillage des révolutions arabes. Et pourtant, vous allez le voir, plus que jamais, ces chrétiens gardent espoir. Reportage à Beyrouth. Nous sommes chez nous. Voilà en substance le message délivré lors du symposium de Beyrouth. Réunis pendant 2 jours, des hommes politiques, des responsables religieux et des observateurs de la société civile ont conjugué au futur les modalités de la présence chrétienne sur la terre qui les a vus naître. Nous aimons nos pays et nous ne voulons pas les quitter. C'est aussi notre Moyen-Orient car nous y vivons depuis des millénaires. Nous n'avons pas besoin de protection, ni Napoléon III, ni autre, ni autre. Nous avons besoin d'être là où nous sommes, là où Dieu nous a créés et là où Dieu veut que nous soyons encore des bâtisseurs d'un avenir meilleur pour nos pays. Car ces pays sont nos pays. Dans les ateliers, les participants ont exprimé leur vision, au pluriel. En effet, les politiques à mettre en œuvre parfois divergent, même si tout le monde semble s'accorder sur le cadre général, à savoir le refus de la ghettoisation et du cloisonnement vis-à-vis des musulmans. Je crois que les chrétiens du Moyen-Orient, ils sont en danger. Et j'ai entendu parler dans les tables rondes qu'il fallait faire quand même des réserves. Donc la situation, ça a commencé d'être comme les Indiens en Amérique, par exemple. Nous avons perdu beaucoup d'effectifs, des églises saccagées, des prêtres martyrisés. Moi-même, j'ai été kidnappé, j'ai été menacé de mort. On oublie tout cela. À l'initiative de cette conférence, la Commission européenne estime que pour préserver les chrétiens orientaux, il faut lutter pour la démocratie, les libertés individuelles et préserver la spécificité des communautés chrétiennes arabes. Nous, les Européens, nous avons fait une grande erreur, c'est-à-dire de considérer les chrétiens du Moyen-Orient des Occidentaux. Et ça, c'est pas vrai, parce que les chrétiens du Moyen-Orient, on va à chanter, à prier, à parler et à penser en arabe. Faire la bataille pour les communautés chrétiennes, c'est pas faire la bataille seulement pour les chrétiens, mais c'est faire la bataille pour la démocratie et pour la liberté pour tout le monde. Absents de cette rencontre, les fidèles dans leur paroisse ne cessent de rappeler leur inquiétude. Et face à des changements politiques importants, ils espèrent sans doute que ces déclarations d'intention ne resteront pas lettre morte. Et ces jours-ci, bien sûr, on pense à la place Tahrir et aux événements d'Égypte. C'est sur fond de violence que les Égyptiens sont appelés à voter lundi pour les premières législatives de l'après-Moubarak. Pour la minorité chrétienne, ce scrutin est à la fois source d'espoir et d'inquiétude, car depuis le début de la Révolution, plus de 100 000 Coptes ont déjà quitté le pays. Dimanche, en marge du voyage du pape au Bénin, Philippine de Saint-Pierre rencontrait le patriarche des Coptes catholiques, le responsable d'une minorité catholique de la minorité chrétienne égyptienne. Est-il inquiet pour l'avenir? Écoutez sa réponse pleine d'espérance. Inquiet, oui, mais nous n'avons pas peur, ne sommes pas désespérés. La peur n'est pas chrétienne. La peur paralyse. Et notre Seigneur nous a dit, n'ayez pas peur, petit troupeau. Nous appelons nos fidèles à vivre ce que le Saint-Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui comme témoignage, une présence qui, avec la grâce de Dieu, doit durer, et un témoignage d'authenticité, de fidélité à l'Évangile qui se traduit dans l'ouverture de cœur et de vie à tous nos frères et sœurs, et aussi à une reprise de l'esprit missionnaire initial de nos églises d'Orient pour d'abord le vivre à l'intérieur de nos communautés, de nos pays, la formation de nos fidèles et aussi un rayonnement à l'extérieur, en l'appliquant aussi dans le champ de la mission, le témoignage de la charité envers
tous nos concitoyens. Et je précise que cet entretien a été réalisé dimanche. Depuis au Caire, la situation s'est encore dégradée avec des affrontements meurtriers entre manifestants et militaires qui dirigent le pays. Je vous rappelle que l'armée, le 9 octobre dernier, avait déjà tiré sur une manifestation de Coptes. Alors comment la minorité chrétienne vit-elle ces nouveaux événements en Égypte? Tout à l'heure, j'ai joint par téléphone le porte-parole de l'Église catholique en Égypte, le père Rafik, qui se dit aux côtés des manifestants. Il condamne les violences des militaires, mais selon lui, le contexte est plutôt favorable aux chrétiens. On écoute son analyse. Tout le monde maintenant est contre les frères musulmans et tous les partis islamistes qui étaient là vendredi et qui sont la vraie raison des problèmes que nous avons maintenant. Alors même le peuple normal, les jeunes normaux, c'est-à-dire les gens modestes, ont commencé à comprendre ça. Parce que les frères musulmans et les salafistes étaient avec le conseil militaire. Et durant qu'il y a eu les violences à Tahrir, ils continuaient à approuver ce que le conseil militaire est en train de faire. Une actualité internationale qui interpellera sûrement les participants de la 86e semaine sociale qui s'ouvre demain en région parisienne. Vous en connaissez le principe. Les chrétiens, chaque année, sont invités à réfléchir pendant 2 jours autour d'une grande question d'actualité à travers des débats et des conférences. Le thème de cette session 2011, la démocratie. Il faut dire qu'en Europe, la crise économique a révélé une profonde crise politique. Qui dirige vraiment l'Europe aujourd'hui? L'analyse de Jérôme Vignon, le président des Semaines sociales de France. Et quand on voit ce qui se passe en Italie, M. Monti a voulu constituer un gouvernement ouvert à des politiques. Les politiques se sont défilés. Quand on voit ce qui se passe en Grèce, le principal parti d'opposition rechigne à former une coalition dans une situation qui est de salut national. Donc je dirais que ce n'est pas tellement la crise et la crise européenne qui dévalorise le politique, mais c'est plutôt qu'il met en évidence que le politique était fragilisé, en particulier parce que pendant toute une décennie, la décennie qui a précédé, depuis l'an 2000, nous avons sous-estimé l'importance du politique. Le syndicalisme chrétien, un nouveau patron, Philippe Louis, a été élu en remplacement de Jacques Voisin, qui ne se représentait pas après 3 mandats à la tête de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui risque tout simplement de disparaître. Alors évidemment, le défi du nouveau président est immense. Son portrait en images. Le nouveau visage de la CFTC, c'est lui. Cet ancien cheminot a été élu président lors du 51e congrès du syndicat, un nouvel homme fort qui se place dans la droite ligne de ses prédécesseurs. Concrètement, c'est toujours la défense de la famille, bien sûr, c'est la défense des temps de vie. On a un combat emblématique, c'est le travail du dimanche, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à garder une journée où les familles puissent être ensemble. Au-delà de la défense des salariés, la CFTC va surtout devoir se battre pour conserver sa représentativité, notamment au niveau national. En effet, en 2013, chaque syndicat devra atteindre un seuil significatif d'adhérents pour conserver un poids dans les discussions. Si on n'a plus de confédération, on a beau être représentatif dans les entreprises, à quoi ça va servir? Sur la représentativité de la confédération, il faut qu'on atteigne le seuil des 8%. La représentativité, c'est effectivement un obstacle qu'on nous a mis devant. On va le franchir et puis pas de problème, on va continuer. La discussion, la proposition avant la grève et la rue, voilà finalement la ligne de ce nouveau président qui sera aux commandes du syndicat chrétien pendant 3 ans. Promouvoir la littérature chrétienne, c'est l'objectif des Journées du livre chrétien qui se déroulent chaque année à Tours. Sa 9e édition s'est achevée le week-end dernier avec sa traditionnelle remise de prix. Reportage à Tours. Voyager, changer de vie, telle était l'invitation proposée par les 9e journées du livre chrétien le week-end dernier. Des journées organisées à l'hôtel de ville de Tours, transformées en grande librairie pour l'occasion. 3 jours durant lesquels la littérature chrétienne a investi la cité. On parle aujourd'hui du parvis des gentils. D'une certaine manière, je crois que nos journées répondent à ce désir de dialoguer en dehors de nos églises, mais sur la place publique. Pas question ici de livres pointus sur la foi. Le salon ouvre ses portes aux romans, à la poésie, aux essais et cette année au récit de voyage. Bien loin des pressions des éditeurs et des libraires, un jury indépendant a aussi remis un prix œcuménique lors de ces journées. Cette année, c'est Alain Durel qui a été mis à l'honneur pour son ouvrage sur le mont Athos.
C'est surtout des rencontres, on fait des rencontres assez exceptionnelles avec des lecteurs ou des gens qui ont déjà lu votre livre et qui viennent vous remercier et qui l'ont parfois lu vraiment avec beaucoup d'attention et c'est assez troublant de retrouver cette communion, j'ai envie de dire, qui est entre l'auteur et le lecteur à un niveau très profond parfois. Depuis 1987, les journées du livre chrétien de Tours ont su trouver leur public. Près de 10 000 personnes ont ce week-end franchi les portes du salon. Voilà, et puis enfin pour conclure, une information pour nos amis belges, nombreux à nous regarder. Alors que l'Église belge traverse une période difficile, comme vous le savez, la conférence épiscopale du pays vient de nommer un nouveau porte-parole, le père Tommy Scholtes, un jésuite âgé de 58 ans. Jusqu'à présent, il était directeur de la rédaction des médias catholiques de Belgique et membre du conseil éditorial de KTO Belgique. Voilà tout de suite le regard sur l'actualité de Jean-Robert Armogat. C'est sa chronique hebdomadaire. L'actualité des dernières semaines a été riche en événements majeurs ou mineurs. Et parmi l'écume de l'éphémère, je voudrais relever peut-être un événement qui me semble capital. C'est la demande de crédit que l'Union européenne a faite aux pays du groupe BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ce club de pays émergents qui représente 40% de la population mondiale et qui en 2015 assurera 61% de la croissance mondiale. Alors ça, c'est le premier événement, la demande de crédit que l'Union européenne a faite à ces pays émergents. Et le second événement, c'est le refus que ceux-ci ont opposé. L'Union européenne n'est pas crédible pour ces pays au fort développement. Il me semble qu'on peut tirer deux leçons de cet événement. D'abord, ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on m'a enseigné au lycée il y a 50 ans, était faux. On m'a enseigné que en l'an 2000, l'URSS dépasserait les États-Unis. C'était prévu par le Gosplan, c'était prévu par les économistes. Et puis, on m'assurait, on l'assurait encore il y a 10 ans, 15 ans, dans les collèges, dans les lycées en France, que pour le troisième millénaire, les trois grands pays mondiaux seraient la Russie, les États-Unis, le Japon. Alors, il reste le constat que le monde a basculé vers le Sud. Et que désormais, du Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, ces grands pays du Sud sont les pays de la production mondiale. Pour les Européens, il reste un espoir. Si les prévisions à moyen terme faites il y a 30 ans se sont révélées fausses, peut-être que celles qui sont faites aujourd'hui le seront aussi, confrontées à la réalité des faits. Merci et à bientôt, Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Les élections pourront-elles avoir lieu le 28 novembre? La Vie part en Égypte sur fond d'émeutes et d'atteinte à la liberté religieuse. La Vie, vous le voyez, qui publie par ailleurs une interview exclusive de Danielle Mitterrand, disparue cette semaine. Il y a un mois, elle avait souhaité recevoir l'hebdo catholique. France, comment va ta démocratie? À l'occasion de la semaine sociale, Pellerin consacre son enquête sur le goût des Français pour la politique. Ils veulent plus de démocratie, selon Pellerin, qui par ailleurs, vous le voyez, fait sa une sur ce qui est déjà un immense succès de cinéma, le film Intouchable. La 86e semaine sociale de France, qui fait également la une de Réforme. L'hebdo protestant revisite la démocratie. Comment surmonter la crise de confiance qui frappe la politique? Enfin, à l'occasion de l'Avent, Famille chrétienne s'intéresse à la notion du temps. Comment retrouver le sens chrétien du temps alors que, selon FC, ressurgissent les pires délires sur la fin des temps. Voilà pour les hebdos cette semaine. Tout de suite, notre dossier. Et pour tout vous dire, on n'était pas sûr de vouloir parler ici sur KTO de cette question de la récidive après l'horrible meurtre d'Agnès. Il y a eu beaucoup de choses écrites et dites dans les médias. Qu'avions-nous à dire finalement, nous, de différents sur ce plateau? Mais devant l'immense émotion collective qu'a suscité ce crime, on a choisi de s'intéresser à ces criminels sexuels qui parfois deviennent des meurtriers. Sont-ils condamnés à récidiver? Quel regard pouvons-nous porter ou non sur ces personnes
coupable de crimes si terribles? On en parle avec nos deux invités, Maître Éric Verriel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Et puis, on a l'habitude de vous retrouver, Antoine Dabundo. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Maître, je me tourne vers vous tout de suite. Cette polémique et cette émotion, vous qui avez la connaissance du terrain, vous les rencontrez, ces meurtriers régulièrement. Est-ce que vous comprenez cette émotion et cette polémique, l'ampleur de cette polémique qu'il y a eu ces jours-ci? Vous savez, d'abord, confronté à un drame aussi terrible, on peut qu'être évidemment ému. C'est l'empathie, c'est la sympathie pour les parents de la victime qui domine, évidemment. Mais vous savez, dans toutes les affaires judiciaires et dans tout débat judiciaire, l'émotion est là, elle est là tout le temps, elle est là en permanence. Donc, on peut mettre le doigt sur un dossier en particulier, et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Il y en a plein d'autres semblables au dossier dont vous parlez. Donc je reste un peu sceptique sur le choix qu'on fait de diriger un peu l'émotion du public sur certains dossiers plutôt que sur certains autres. C'est assez étonnant et je pense que c'est néanmoins pas exempt d'arrière-pensée. Cette façon constante maintenant de vouloir stigmatiser, de vouloir même un peu faire peur, c'est inquiétant et même un peu malsain à mes yeux. Antoine. Moi, je pense aussi qu'il faut toujours se méfier des risques de manipulation de l'opinion, et notamment lorsque cette opinion ressent une grande émotion tout à fait légitime quand elle a affronté un drame de la sorte. Mais vous évoquiez tout à l'heure le débat qui agite les chrétiens, mais qui agite, je crois, aussi la société française sur la démocratie. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance à la démocratie, qu'une bonne manière d'éviter les manipulations, c'est de parler des sujets et d'en parler bien, d'en parler de manière développée, de manière à faire des consensus. Et je pense que justement, sur ces questions-là, on manque certainement d'un débat national. Et je propose, pourquoi pas, on a consacré un Grenelle à l'environnement, qui est une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas un Grenelle à la question de la justice et à ses éventuelles failles ou limites qui sont répétitives? Et l'opinion, avec une sorte de bon sens, constate malgré tout à travers la répétition de ces faits divers qui dessinent malgré tout un certain nombre de failles ou de limites du système judiciaire. Est-ce qu'il faut y répondre, j'allais dire, dans le flux? Certainement pas, mais est-ce qu'on n'aurait pas l'occasion d'un grand débat sur les outils qui sont nécessaires pour éviter ce genre de drame? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a des failles et des limites à ce système? Naturellement, améliorer le système, on peut toujours le faire. C'est évident, bien sûr. Mais cette façon maintenant permanente de mettre la justice en accusation, de la stigmatiser, de faire passer ses responsables, et je ne suis pas magistrat, je suis avocat, défendre c'est s'opposer, donc d'une façon générale et quasi permanente, je m'oppose aux magistrats. Donc mais là, vraiment, je considère qu'on veuille ainsi les stigmatiser en permanence, alors que, d'une façon générale... Ça se passe bien ? Non, ça se passe bien. D'une façon générale, l'autorité judiciaire est très vigilante. Elle est très vigilante et elle est naturellement très vigilante pour des cas comme celui-là. Donc, laisser dire ou laisser supposer qu'elle puisse être légère ou indifférente au risque que les décisions qu'elle prend peuvent avoir, c'est faux. C'est faux et c'est malsain et c'est même, je le répète, dangereux. Donc qu'il y ait matière à améliorer le système, c'est certain, sûrement. Mais le risque zéro, ça n'existe pas. Il y aurait quand même une sorte de danger, parce que la justice est quand même rendue au nom du peuple français. Alors il ne faut pas être soumis à l'opinion constamment, mais il y aurait un égal danger à mettre les problèmes sous le tapis en disant les statistiques sont là. Pourquoi c'est dangereux, Maître? Pourquoi c'est dangereux, Maître? Non, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces problèmes, on ne les met pas sur le tapis. On n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs années. C'est permanent. Les journaux télévisés, les journaux de la presse écrite, ce sont des débats constants.
Est-ce que du coup, vous avez l'impression que le regard est faussé sur ces personnes qui sont coupables de ces crimes qui sont atroces? Non, mais alors ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais c'est un autre débat, mais je veux introduire cette question parce que je trouve que c'est important. C'est lié aussi à l'émotion et au regard de la société sur ces criminels. Précisément, j'ai le sentiment que le débat est déplacé de ce qui, me semble-t-il, le fond du débat, c'est la responsabilité de ces personnes. C'est de ça dont on doit parler. Et pas nécessairement de la dangerosité en règle générale. Le principe de la procédure pénale française, et c'est son honneur, c'est la personnalité des peines. On juge non pas des faits, mais on juge des personnes, on juge des individus, n'est-ce pas? Donc, qu'on puisse considérer que l'auteur de ces faits ou des auteurs des crimes ou des délits sexuels doivent faire l'objet d'une responsabilité particulière, mais c'est naturel et c'est évident. Mais déplacer la responsabilité individuelle de ces personnes qui sont jugées et qu'on juge avec tout le soin que cela mérite à l'accusation des magistrats ou des experts ou des personnes qui interviennent dans le cadre de l'administration de cette justice me paraît déplacé. Mais je pense qu'une accusation de ces professions serait improductive, mais en même temps une défense corporatiste de ces professions serait aussi improductive. Je suis le dernier des corporatistes, je le répète. Je ne vous fais pas ce procès. Indépendant, et je pense que l'opinion peut très bien comprendre que les grands principes qui dictent notre justice, c'est à la fois la nécessaire protection de la société, des victimes ou des futures victimes, il s'agit de les protéger, et en même temps que notre système est construit sur un principe qui est celui de la nécessaire réinsertion des ça pose la question du regard qu'on a sur ces personnes. Et donc, un certain nombre de faits divers ont posé des questions qui me paraissent légitimes. Est-ce que nous avons aujourd'hui les bons outils pour que les libertés conditionnelles qui sont nécessaires pour, j'allais dire, vivre dans une société ouverte et espérante, est-ce que c'est les bons outils? Est-ce qu'on a les moyens pour les mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas une... Voilà. Mais ça, c'est un débat budgétaire. C'est un problème économique. Vous avez mis le doigt d'ailleurs sur la difficulté. C'est un problème économique. Est-ce que dans le budget, est-ce que la on donne surveillance et le contrôle des gens dont on veut éviter les détentions provisoires, est-ce que ce contrôle, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Et est-ce qu'il n'y a pas des trous aussi dans le système? Est-ce que l'évaluation de la dangerosité des individus est opérante aujourd'hui en France? Tout ça me paraît être des débats extrêmement nécessaires et on ne peut pas simplement dire nous vivons dans le meilleur des mondes parce que... C'est quoi les enjeux pour vous, maître? Les enjeux de cette question, c'est quoi pour vous? Mais les enjeux pour la société, est-ce que nous consacrons suffisamment d'argent? C'est aussi bête que ça. Est-ce que nous consacrons suffisamment d'argent à donner des outils pour avoir des experts, pour avoir des médecins, pour avoir des psychiatres, des psychologues, un suivi suffisant pour que ces criminels, puisqu'on parle condamnés à récidiver ces criminels. La récidive, elle n'est pas fatale, mais le risque zéro, ça n'existe pas. Mais elle n'est pas fatale. Mais elle n'est pas fatale. Elle arrive, on le constate, bien sûr. Et des réinsertions qui fonctionnent bien, vous avez des exemples? On n'en parle jamais, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Mais il y a des bien sûr, évidemment, mais on pourrait citer plein d'exemples. Mais ça n'intéresse pas, évidemment. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Antoine, c'est quoi un regard chrétien sur cette question de la récidive et sur le regard qu'on porte sur ces personnes? Je pense que j'ai essayé de le dire au moins pour une partie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'ailleurs un regard chrétien, c'est un regard chrétien qui peut être partagé avec une large partie de l'opinion, qui est de dire il y a un moyen assez simple d'éviter la récidive, c'est qu'au premier acte criminel, on décide d'une peine maximale et on en fait... Non, mais je prends cet exemple pour juger justement de l'absurdité de ce système si on en arrivait là. Le risque, c'est que l'opinion, finalement, se désespère et durcisse ses positions. Mais je pense qu'elle sera assez raisonnable pour comprendre que la nécessaire protection de la société et des victimes passe aussi par le fait que certains condamnés reviendront un jour ou l'autre dans la société et que donc il faut avoir les bons outils pour les éduquer, ou pour les soigner s'ils sont malades. Ça, c'est la dimension un peu sociale. Je pense que la dimension chrétienne est supplémentaire, a une dimension supplémentaire, c'est que je pense que la reconstruction d'individus qui ont commis des crimes graves ou qui sont simplement dans la délinquance passe aussi par une reconstruction spirituelle, qui n'est pas forcément une reconstruction religieuse, mais qui passe par un certain sentiment de sa propre dignité, de sa propre place dans la société, et que
que là-dessus, on a encore énormément d'efforts à faire. Maître. Non, mais vous parliez de l'opinion. Évidemment, c'est normal qu'on s'intéresse à l'opinion. Mais l'opinion qui est derrière son téléviseur et qui n'est pas la même, ou plutôt celle qui est derrière son téléviseur, et quand elle passe de l'autre côté et qu'elle devient jurée dans le cadre d'un procès d'assises et qu'elle a jugé ses criminels, eh bien croyez-moi, l'avis qu'elle portait avant derrière son téléviseur et celui qu'elle porte après un débat de plusieurs jours dans le cadre d'un procès d'assises, c'est pas du tout le même. Mais moi, je fais confiance à l'opinion, ou en tout cas au peuple français, pour bien comprendre les enjeux qu'il y a à mener ces débats dans la durée et sur la profondeur. Maître, il reste 20 secondes, les mots de la fin. Non, mais vous disiez que vous parliez d'un regard chrétien sur ces choses. Je pense que c'est de la compréhension, du temps, de la réflexion qui aideront à améliorer le système. Écoutez, merci à tous les deux. On pourrait encore en parler longtemps et ouvrir une émission plus large sur la justice aujourd'hui en France. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine sur KTO pour un nouveau numéro d'À la Source.